Bonjour tout le monde, bon appétit à tous ceux qui regardent cette vidéo à la sortie. Il est midi. Bonsoir Isaac, comme d'habitude nous on est lundi soir. Et là on se retrouve pour un Europe au crible un peu plus rapide, puisqu'on va revenir principalement sur 3 championnats, la Bundesliga, la Liga et la Première Ligue qui ont joué complètement ce week-end. Et on vous fera une petite aparté entre la Bundesliga et la Liga sur la Serie A, puisque la moitié de la 16e journée a été jouée ce week-end. Et on fera aussi une aparté, bien évidemment, sur notre bonne vieille Coupe de France, puisque la Ligue 1 n'a donc pas joué ce week-end. J'ai vu que 2 matchs, hein. Voilà. Très bien. J'en ai vu un petit peu plus avec le multiplex et tout, mais bon, on en reparlera. Ce que je te propose, c'est qu'on enchaîne assez vite pour pas déranger nos chers camarades. Et on va démarrer avec ce bon vieux championnat allemand, comme on en a l'habitude. On fait un petit tour du côté la de la Bundesliga. C'est parti. Alors, les matchs qu'on va pas aborder, c'est-à-dire le match entre Augsbourg et Brême, match nul. Cologne et l'Union Berlin, 1-0. Les autres, on va se les faire, sauf celui de Mayence et Sampaoli. Alors, je vais commencer très rapidement par faire la chute de mots entre Dortmund et Gladbach. C'est le derby quand même, hein, avec Dortmund qui, à la 10e minute, ouvre le score avec un Niklas Soule qui trouve Julian Brandt sur un centre précis. Puis, Brandt qui va conclure d'une volée clinique au second poteau. On va à la seconde mi-temps, beaucoup de possession pour Dortmund comme d'habitude. Gladbach qui a essayé d'exploiter les espaces avec Florian Neuhaus, sauf que Gregor Kobel taffe. Ensuite, alors que le match semble se diriger sur une victoire 1-0, un deuxième but arrive à la 97e avec Maximilian Bayer en remplaçant, tout simplement. Donc, ils ont fait le taf, tout simplement. Et je crois qu'on m'a pas entendu, parce que j'avais pas activé le micro, du coup je te suivais. Oui, c'est ça. Dortmund a bel et bien fait le travail à la maison. Oui. Voilà, un travail de la manière la plus propre possible. Ils montrent qu'ils sont à leur place. Ils ont maîtrisé de A à Z. J'ai pas pu voir le match en entier, j'ai pu voir que des bouts de match. Et du Par coup, contre, un match que j'aurais bien évité de voir finalement, c'est le Stuttgart-Hoffenheim. Hein. Oui, et ça, on va en parler juste après, justement. Mais en tout cas, voilà, Dortmund, comme tu l'as dit, moi, rien qu'avec les bouts de match et les highlights que j'ai pu voir, ça a laissé une impression de domination logique. Et comme je le redis, hein, voilà, ils sont bel et bien à leur place. Ils le font comprendre deuxième de ce magnifique championnat allemand. Voilà, le Bayern, c'est encore trop fort. Pareil, on va en glisser un petit mot quand on va finir cette partie de la Bundesliga. Mais en tout cas, voilà. Je pense qu'on peut passer à la suite. Je sais pas si tu avais fini de faire le tour des matchs qu'on n'aborderait pas. Ouais, c'est bon. Ok, bah, on peut enchaîner avec la purge. Eh ben, on y va. Et pourtant, le début du match, en vrai, c'était une purge au niveau des occasions, mais c'était un match tactique et très serré, surtout en première période. Hein. 6e et 5e du classement, ça s'affronte avec beaucoup d'intensité, mais peu d'occasions. Hoffenheim qui commence légèrement mieux en pressant très haut et en cherchant à opposer son rythme avec des incursions simples. Stuttgart, au contraire, tente d'installer progressivement son jeu de possession. La meilleure occasion vient de Stuttgart et du Jamie Lewing qui trouve le cadre juste après un très joli dribble. On va passer à la seconde mi-temps. Hein. La pression de Stuttgart qui monopolise le ballon, qui met plus de rythme. Middelstad qui teste le gardien Baumann avec une frappe puissance. Denis Undav qui manque une grosse opportunité en seconde période en envoyant son coup de tête au-dessus du cadre malgré une bonne situation. Stuttgart qui a cru gagner, sauf que but hors jeu sur un but refusé d'Undav. Et Hoffenheim qui a tout simplement placé le bus. Voilà, un match sponsorisé par la RATP tout simplement.
Par contre, c'est impressionnant de voir que Undav est encore dans tous les bons coups du côté de Stuttgart, hein, parce que même si c'est un but refusé, ça prouve encore à quel point il est dangereux. Et on sent que quand tu joues Stuttgart, c'est la menace principale à laquelle tu dois faire face. Par contre, comme tu l'as dit, on a compris qu'Hoffenheim, ils étaient pas venus à Stuttgart pour jouer la victoire, quoi. Voilà. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. On peut passer Exact. Pardon, j'ai un petit bug. T'inquiète. Je pense qu'on peut enchaîner avec, par contre, le match du week-end. Leipzig-Leverkusen. Ah là là, on y va. Quelle beauté ce match. Déjà, j'ai même envie de te compter les 3 premiers buts. Même si le dernier est magnifique aussi, hein. Mais la frappe de Schlager en entrée de surface pour ouvrir le score à la 35e minute pour Leipzig. Déjà qu'on avait un match qui était assez ouvert sans but durant ces 30 premières minutes, hein. On l'a vu, hein, les deux équipes n'étaient pas venues là pour se regarder. En tout cas, Leipzig ne jouait pas à la maison pour regarder les Leverkusen et les Leverkusen n'étaient pas venus pour jouer un match nul ou autre. Mais en tout cas, un but magnifique. Ensuite, on a Martin Terrier qui surgit. Pareil. En fait, j'ai même envie de vous dire, je peux vous les compter les buts, mais je pense que je pourrais pas vous les compter de la meilleure des manières, si ce n'est en vous disant d'aller les regarder tout simplement et d'écouter les commentaires. Voilà, on sait très bien hein, quand il y a des matchs commentés en Bundesliga ce que ça donne. Le but avec ce bon vieux Charlie. Ah, clairement, le but de Martin Terrier est tout simplement magnifique. La construction collective sur le but de Patrick Schick, genre 4 minutes après, parce que voilà, 35e, il y a l'ouverture du score. Leverkusen répond 5 minutes après à la 40e avec Martin Terrier. Et Patrick Schick double la mise pour Leverkusen, ce qui fait 2-1 à la mi-temps, juste avant la mi-temps. L'action collective sur le but de Patrick Schick, l'action collective sur le but de Martin Terrier. Merci Leverkusen pour le football. Et en fait, même le but à la dernière minute de Koulbress, enfin dans les derniers instants du match, c'est pareil. L'action collective est encore, enfin, la pression mise collectivement, puisque c'est un ballon récupéré par Koulbress, la pression mise collectivement, enfin, même malgré cette défaite, Leipzig a proposé aussi. Je pense qu'on a été sur l'un des plus beaux matchs du week-end quand on prend, alors pas les 5 grands championnats puisque la Ligue 1 n'a pas joué, mais quand on prend tous les matchs qu'on a pu avoir, même avec les matchs de Serie A, je pense honnêtement qu'on a eu affaire à peut-être pas un top 3, mais au moins un top 5 match du week-end. Facile. Ah oui, c'est un top 5 match du week-end. Top 3, je sais pas, parce qu'en PL, on a eu des beaux matchs aussi. Oui. En Liga, malheureusement, on n'a pas eu tant de matchs accrochés que ça. Donc non, je pense qu'on est même sur un top 3, hein, parce que je pense qu'il est devant un Tottenham-Liverpool dont on reparlera tout à l'heure pour moi. C'est vrai que le Tottenham-Liverpool. Voilà, il nous reste un dernier mot à donner sur le leader de ce championnat allemand. À part si tu veux ajouter quelque chose sur le Leipzig-Leverkusen. Franchement, le Leipzig-Leverkusen, tu as tout dit. Hein. Leipzig qui a montré une forte volonté offensive, surtout après avoir été mené. Sauf que l'équipe a combiné quand même sur des phases courtes, transition rapide et pressing haut. Alors que Leverkusen a réalisé une performance qui a combiné efficacité offensive et gestion intelligente du match, surtout dans les moments clés. Non, c'est ça, Leverkusen. Moi, le seul conseil qu'on peut vous donner, je pense, c'est si vous avez envie, vous pouvez vous refaire ce match en replay. Alors, si vous avez vraiment la flemme, regardez surtout la première mi-temps. Mais oui. En tout cas, on vous conseille au moins de regarder en replay la première mi-temps de ce match. Il y a un autre match, on va pas forcément vous conseiller de le regarder, à part si vous aimez les assassinats, les attentats, le terrorisme. Honnêtement, et quand je dis terroriste, c'est pas dans le mauvais sens du terme, hein. Je parle vraiment dans le sens d'assassinat. À part si vous aimez ça, je pense que vous n'avez pas trop de raison de regarder en replay le Heidenheim Bayern. Je vous conseille peut-être juste de regarder les highlights. Bon voilà, le Bayern a tout simplement étrié Heidenheim là-bas, 4-0. On rentre à la maison, Olise buteur, Kane buteur, Diaz buteur, et on ajoute même Stanisic qui a ouvert le score. Autant vous dire qu'on a la totale hein, du côté du Bayern. Les habituels buteurs qui ont encore marqué. Hein, voilà, je sais pas si toi tu as quelque chose à dire sur ce match, mis à part que le leader frappe encore fort une nouvelle fois. Exactement. Tout dit, c'est un match spectaculaire. Hein.
battre l'ennemi comme d'habitude. Dans la paix. Dans la paix, dans le bon. Voilà, hein. Comme d'habitude. Hein. Ah, mais clairement. Et je pense qu'on peut passer au classement directement. Ouais. On va pas... Le Bayern qui prend le large, 10 points d'avance, 41 points. Enfin, pas 10 points précisément. Hashtag les maths, c'est pas trop ça. Dortmund deuxième, 32 points. Leipzig, Leverkusen troisième, 29 points, qui est revenu sur Leipzig, qui est quatrième, troisième ex-aequo avec 29 points. C'est ça. Offenheim, 26, qui avec son match nul, met un petit point de break. Oui. Avec à 27 points. Stuttgart à 26 points. Après, il y a quelques équipes qui se rapprochent doucement, comme Francfort, irrégulier à 25 points, et l'Union Berlin à 8e à 21 points, et 9e Fribourg. Pour le maintien, on a les trois, Mayence, Heidenheim et St. Pauli. Exactement, et dans le ventre mou, on a toujours le Werder, Cologne, Mönchengladbach, Hambourg, Wolfsburg et Augsbourg. On va dire les clubs un peu habitués à ce ventre mou en Bundesliga. Attention Augsbourg, quand même, et même Wolfsburg, ça a que 3 points et 2 points d'avance sur le barragiste, et donc 4 points et 3 points sur le premier relégable. Heidenheim, attention, parce que vous n'êtes pas si loin, vous aussi, de la correction. Voilà, il va juste falloir essayer de rester solide. Mais en tout cas, on a une Bundesliga qui est sympa à suivre, notamment pour les places européennes, parce qu'on le voit, le Bayern s'envole. Même si Dortmund essaye de suivre le rythme, Dortmund a pris trop de retard en début de saison pour pouvoir espérer quoi que ce soit. Je te propose qu'on bascule de nouveau avec plus du suspense. Alors, avant de partir sur du suspense, je te propose qu'on fasse notre petit aparté peut-être sur la Coupe de France pour commencer, puisqu'on a que vu quelques matchs, toi et moi. Je te propose peut-être de commencer, puisque au moins on commencera par les bonnes nouvelles, par des gens joyeux, et profitez-en pour vous abonner, liker et partager la vidéo au passage, puisque vous allez voir Isaac heureux. Ça fait un petit moment qu'il n'était pas aussi heureux avec l'Olympique de Marseille. Ah si, en vrai, j'étais content quand même avec Monaco. Le 1-0, on en avait parlé la semaine dernière. Ça fait plaisir. Oui, c'était pas le match du siècle. C'était un match équilibré. Voilà, très serré. Mais du coup, les minots qui ont marqué, c'est tout ce que j'attendais. 6-0. On leur avait mis 9-0 une fois, là c'est 6-0. Un bon Greenwood, un Péchao, Balerdi qui marque et Holbière. On voit bien que c'est qu'un 32e de finale de Coupe de France, tout simplement. Salut Madi qui a fait une très bonne rentrée, aussi que Glenn Nadir. Mais voilà. Et ensuite, je voudrais saluer quand même le Montreuil FC. Je suis allé voir le match. Franchement, très beau match. Du petit poussé, 2-1, tout simplement. Wenger, sous la pluie. Bon, moi, à la rigueur, je peux rapidement dire un mot sur Nice qui met fin à sa série de 9 défaites consécutives et qui s'impose contre Saint-Etienne. Bon, un peu dans la douleur quand même, seulement 2-1. L'Olympique Lyonnais qui a eu du mal, un peu comme Marseille au début, mais qui a su faire finalement le break. Et si je me trompe pas, ils se sont imposés 3-0 hier, je crois. Si je ne me trompe pas. Le Paris Saint-Germain qui a fait le travail, même si pareil, ils se sont fait un peu peur en première mi-temps. Voilà, mais ils ont su faire le travail contre Val-de-Fontenay, si je me trompe pas. Et puis je crois qu'on a fait à peu près le tour, puisque toutes les grosses équipes, sur les 18 équipes de Ligue 1, à part Brest qui a vraiment de choc, on a 15 qualifiés. Quel monde de con. Mais en même temps, Brest, si vous voulez garder les traditions, fallait bien que de temps en temps il y ait des petits bourbiers pour les Ligue 1. Eux, ils ont décidé de garder la tradition à l'inverse des autres. C'est eux qui sont passés à la trappe. Alors moi, je vais vous montrer un maillot. Voilà, là je pourrais embrasser les cuissons parce que je suis fier d'eux, même si on vient d'être éliminé. Voilà, merci mes Girondins. Alors c'est bête de dire merci alors que le parcours il s'arrête en 32e. C'est un parcours qui aurait mérité d'aller plus loin si tu veux mon humble avis, mon cher Isaac. Parce que je trouve ça très frustrant de se faire sortir sur un penalty très litigieux à la dernière minute. Après voilà, l'arbitre a pris sa décision. Encore une fois, on va pas la contester. Mais il est vrai... L'arbitre... Gérez-vous, on n'en peut plus. Ça fait 3 ans, c'est n'importe quoi. À un moment, gérez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais c'est ça. Après, en fait, il est vrai que le penalty est frustrant quand tu regardes l'action et que tu vois le truc. L'arbitre, en vrai, il est pas censé, il est pas dans les conditions optimales pour savoir s'il y a vraiment péno ou pas.
C'est vrai. Je dirais pas que le péno ne se siffle pas, je dirais plus que je ne siffle pas le péno. Voilà, pour être un peu plus honnête et non plus pas cracher sur l'arbitre, hein, c'est une décision arbitrale. Bon, on sait très bien que quand on a du clubisme, je pense à mon cher Snakil que j'apprécie beaucoup et que je regardais beaucoup, qui a sorti sa vidéo en disant qu'on s'était fait voler. Voilà le titre de sa vidéo. J'irai pas jusqu'à parler de vol, mais ça fait mal. Ça fait mal. Dis-moi. Non, je disais clubis, condamné clubis, j'ai juste salué. Non. Je te propose, tout en restant sur cet écran blanc, puisque la journée n'a pas eu lieu entièrement, qu'on aille discuter un petit peu d'un championnat où ça se resserre, avec notamment un gros match qui a eu lieu ce week-end. On va aller du côté... Pepperoni. Exactement, du côté de nos amis italiens. Bon, la grosse affiche, vous l'avez compris, c'était le Juventus AS Roma. Je vais te laisser faire après le tour des autres matchs, notamment avec la première victoire de la Fiorentina cette saison en championnat. Et surtout... Le 5-0, bravo. 5-1. 5-1, même, pardon. Mais, il faut le noter, elle est très belle, celle-là. Alors, merci à Udinese qui a pris un rouge dès la 9e minute, hein. Mais en tout cas, voilà. Voilà, on va surtout parler du Juventus Roma avec la victoire de la Juventus 2-1. La Juventus qui revient au classement à un petit point de la Roma. Et la Roma, malheureusement, alors que Naples, l'Inter et le Milan n'ont pas joué, pourrait perdre de gros points en cas de victoire de ces trois équipes lors du rattrapage de la 16e journée qui aura lieu un peu plus tard dans l'année. 3 semaines. Voilà. Exactement. En début d'année. On salue aussi la perte de l'Atalanta Bergame face au Genoa. Un match nul spectaculaire entre Cagliari et Pise. Oui. Sassuolo Torino, victoire 1-0. Et un affreux nul de la Lazio de Rome face à Cremonese. Maintenant, on va passer au big game d'avant Noël, c'est-à-dire la Juventus qui affronte la AS Roma. C'est ça. Première mi-temps avec une Roma quand même davantage en possession, qui cherche à imposer son jeu, mais sans créer d'occasion franche dans les premières minutes. La Juve qui se montre plus tranchante en transition avec des phases bien organisées, un pressing efficace qui perturbe le jeu romain. Les Bianconeri qui trouvent finalement l'ouverture du score avec Conceição qui se met en bonne position après une combinaison collective et qui trompe le gardien romain à la 44e. Alors voilà, c'est une position faible à la Roma, mais la Juve est plus efficace tout simplement. Et elle va le prouver en seconde période avec Openda qui marque à la 70e minute avec une belle combinaison collective par Weston McKennie. La Roma qui ne baisse pas les bras, 6 minutes plus tard avec Tommaso Bandalisi qui réduit l'écart en profitant d'un ballon relâché sur la surface. La Roma pousse pour égaliser, sauf qu'il se heurte à Di Gregorio qui a fait un très gros match aussi. Alors, je reprends puisque le micro coupé. Je me rends compte que là, comme je suis en train d'essayer de faire 2-3 trucs à côté, j'oublie de réactiver mon micro quand c'est à mon tour de parler. Désolé, mon Isaac, et désolé à vous, chers camarades qui nous regardez. Je disais, non, je te l'accorde, Di Gregorio qui nous fait un match monstrueux, le portier de la Juventus. Ça fait plaisir aussi de voir Loïs Openda marquer enfin son premier but sous les couleurs de la Juventus en Serie A. Voilà, il faut le souligner. Donc ça fait du bien de voir ça. Ça fait du bien aussi de revoir une Juve vraiment jouer au football et revenir jouer peut-être un peu les premiers rôles dans ce championnat italien. Donc ça fait plaisir. Maintenant, c'est encore un peu loin hein, de Naples, de l'Inter et du Milan, mais au moins ça revient à hauteur de la Roma et ça peut venir leur piquer la 4e place. Voilà. En attendant du coup les autres résultats dans 3 semaines de cette 16e journée. Entre temps, bien évidemment, nous on fera l'Europe au crible sur les autres journées qui vont se dérouler dans les week-ends et dans les semaines à venir. Voilà, je pense qu'on peut parler de la Supercoupe d'Europe très rapidement. La Supercoupe d'Italie. Avec d'Italie, pardon. Waouh, pardon. C'est un trauma. Mais du coup, Naples qui prend rapidement l'ascendant, qui domine. Et David Neres qui va ouvrir le score juste avant la mi-temps sur un superbe tir enroulé de loin qui trouve le côté du but. Deuxième période, rebelote, il domine et imprime le rythme et doublé de David Neres à la 57e. Troisième titre de Supercoppa d'Italie pour Naples, tout simplement. Et surtout,
un David Neres encore en forme qui ne fait qu'enfiler les buts en ce moment. C'est incroyable le niveau de jeu qu'il atteint. Lui qu'on a connu à l'Ajax. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau aujourd'hui dans l'un des plus gros clubs d'Italie et qui se régale et qui nous régale également. Voilà, merci à lui pour ce qu'il propose. Je te propose que maintenant qu'on a fait cette petite aparté en Italie et en France, donc dans notre bon vieux pays et chez nos bons vieux amis italiens, nous allions chez d'autres amis à nous, que nous allions manger un petit peu, j'aime bien cette vanne, elle me fait toujours plaisir, mais un petit peu de paella, et qu'on se décale. Allez, vamos, chicos. En Espagne, là où on va avoir pas de gros matchs réellement dont on va pouvoir vous parler, mais Villarreal-Barça quand même. En vrai, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Surtout le Villarreal-Barça. Le reste, on va surtout vous étaler les résultats et vous donner quelques petits mots sur 3 autres matchs importants, 4 avec un club dont je parlerai à la toute fin. Voilà, tu me laisseras ce dernier mot avant qu'on passe. Oui, je te laisserai ce dernier mot. On va commencer par les 2 matchs nuls. Oui. Non, le premier, les 3 matchs nuls. 1-1 entre Valence, entre Mallorca, Oviedo, Celta Vigo 0-0, Levante Sociedad 1-1, 3-0 entre Asasuna et Alavés. Exactement. Elche Vallecano 4-0. 4-0 entre le Betis et Getafe. Il ne reste que 4 matchs à aborder. Et je pense que dans ma liste, j'ai noté le match entre le Real et Séville. C'est ça. Alors, comme tu l'as dit, le Betis, ça reste important parce que le Betis, c'est vraiment la sixième force du plateau, pardon, parce qu'on parlera de la 5e à la toute fin. Voilà, je me le réserve. On parlera de l'Espagnol Barcelone. Mais voilà, le Betis, c'est important de le dire. Il continue d'enchaîner malgré tout, même s'il y avait eu quelques contre-performances ces derniers temps. Ils ont remis les pendules à l'heure. Voilà, ils enchaînent. C'est le principal pour eux, forcément. Et puis, comme tu l'as dit, le Real Madrid, on va pouvoir parler aussi d'un record qui vient d'être égalé par le deuxième buteur de ce match, puisque, alors on le rappelle, Bellingham qui ouvre le score contre le FC Séville à la 38e minute sur un centre magnifique de Rodrigo, il faut en parler quand même. Rodrigo s'est boosté. C'est incroyable. Alors ensuite, Séville va prendre un rouge, mais d'un joueur pas en jeu. Puis Marcao à la 68e minute. Donc là, on a basculé en deuxième mi-temps. Cette fois-ci, un rouge va avoir lieu dans le jeu, puisque c'est un deuxième carton jaune à l'encontre du joueur de Séville. Et puis à la 86e, après une belle passe de Kylian Mbappé pour Rodrigo s'écroule dans la surface, subit une faute. Penalty tiré et transformé par Kylian Mbappé qui égalise le record de Cristiano Ronaldo sur une année civile avec le Real Madrid et qui d'ailleurs a célébré avec la célébration de Cristiano Ronaldo. Voilà, il faut il réalise son rêve de gamin un peu, ça fait plaisir pour le dictateur. Juste petit aparté, voilà, je vais faire mon complotiste. J'ai une théorie comme quoi il a fait exprès de ne pas mettre doublé dans ce match-là. Ce n'est que mon point de vue. Moi, je reste convaincu qu'il a fait exprès. Voilà ma théorie. Et je la partage. Parce qu'il a eu une belle occasion à un moment qu'il aurait pu conclure et qu'il n'a pas conclu. J'en dis pas plus. Voilà. C'est une théorie que je pose ici. Je dis ça, on dit rien. Exactement. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites ajouter, mis à part le Real qui fait le travail? Eh ben, je pense qu'on peut directement partir sur l'Atlético, de l'autre côté. Oui. Alors, c'est pas Alors, on va parler de Gijón, pas de Valladolid, mais de Gijón. De Gérone même. C'est ça. Jeu de mots. Avec Coquet qui marque dès le début, frappe puissante au fond des filets. Deuxième but à la 38e avec Conor Gallagher avec une finition après avoir lancé dans la surface. Troisième période, c'est Grisou qui marque enfin à la 92e. 3-0. Masterclass collective. Efficacité offensive malgré une production modérée. Un impact des remplacements, la défense et l'organisation. Et Oblak qui a préservé le clean sheet tout simplement. D'ailleurs, son arrêt à bout portant est magnifique. Par contre, je peux donner une petite take. Tu vois, on a l'habitude de dire Jason Tatum sous haircut, il est top 5, il le dit lui-même, on se rappelle tous de ses clips. Griezmann cheveux courts, c'est top 3, non?
Ah, c'est très très fort. Griezmann C'est cheveux courts, très très fort, Griezmann. c'est incroyable. C'est exceptionnel. C'est monstrueux. Il en est à 5 buts en 3 matchs, je crois, ou quelque chose. Non, 4 buts en 3 matchs. Puisque il y a 2 matchs en arrière. Il rentre, il marque un but. Le dernier match qu'il a joué, il est titulaire, il met doublé. Et là, il rentre, il marque un nouveau but. Franchement, Griezmann cheveux courts, c'est très très solide, hein. Mm. J'ai des flashbacks là, j'ai des flashbacks qui me font plaisir, hein. Ouais, c'est vrai, c'est extrêmement fort. Et ben, en parlant de très fort, on va pouvoir parler d'un club qui consolide sa place de leader en profitant des erreurs de son adversaire du jour qui pouvait revenir et marquer un grand coup. Voilà, dès la 2e minute, Barcelone va ouvrir le score contre Villarreal sur un penalty signé Rafinha. Puis à la 32e minute, Veiga va complètement craquer et prendre un carton rouge, ce qui va causer la réduction à 10 de Villarreal juste avant la mi-temps. Puis en deuxième mi-temps, à la 63e Non, minute. vraiment, Vega, il a abusé. Oh non, Vega, il a abusé. Je le jure qu'il a abusé. Même si ça se voit que c'est pas volontaire, il a abusé. Je suis Non. désolé. Ah mais clairement, il a abusé. Moi c'est pour ça que je dis qu'il a pété les plombs. Et puis à la 63e minute, bah comme si ça suffisait pas, Lamine Yamal vient enfoncer le clou. Lui qui avait l'habitude d'être rué a fait une petite célébration pour répondre à tous ces sifflets. Voilà, le Barça s'impose 2-0. Le Barça vient marquer un grand coup dans ce championnat et vient consolider sa place de leader. Le match n'était pas exceptionnel non plus, si tu veux mon avis. Voilà, c'était pas un excellent match de foot, mais on a quand même eu un peu de jeu. Et moi, je suis un peu dégoûté parce que Villarreal s'est saboté tout seul. Ouais, voilà, tout simplement, il y a rien à dire. Hein. Pourtant, Villarreal avait proposé du football à 11 ans. Et Vega, c'est vraiment un petit de sa part, quoi. Ah bah ça, c'est clair. Et c'est dommage parce que du coup, Villarreal descend dans le classement. On va commencer par le classement directement. Attends, avant le classement, points. Ah oui, pardon. Je te laisse ton... Il faut qu'on parle de la 5e force du plateau, hein, qui est le 2e club de Barcelone, l'Espagnol, qui s'est déplacé à Bilbao aujourd'hui. En parlant de joueurs qui pètent les plombs d'équipe 2, je vais pas biper parce que j'ai la flemme de m'ajouter du travail au montage, mais l'équipe de sale... Voilà, on va le dire comme ça. Si vous voulez pas que je vous retrouve les Basques, que je vienne chez vous, que je retourne dans mes racines et que je vienne vous allumer un par un, vous allez commencer à rejouer au football. Alors c'est bête parce que pendant 40 minutes, moi j'ai vu du football. 38e minute, on ouvre le score par Berenguer. Enfin d'ailleurs, enfin. Ouais, bah 6 minutes après, juste avant la mi-temps, on prend l'égalisation, hein, parce que c'est pas drôle sinon. Voilà, et puis à peine retour des vestiaires, 7 minutes après le retour des vestiaires, 2-1, le score ne bougera pas. Bilbao s'incline une nouvelle fois. Alors juste pour vous faire un petit point de pourquoi j'ai envie d'insulter tous les joueurs et tout leur arbre généalogique, hein. Bilbao sur les 5 derniers matchs, c'est une victoire contre Madrid, contre l'Atlético. Génial, elle fait du bien. Puis derrière, tu fais match nul contre le PSG à la maison, en Ligue des Champions. Tu vas à Vigo, tu perds 2-0. Super. Ouais. Tu gagnes en prolongation en coupe. Contre une équipe. Non, parce qu'attendez. Je vais vous le ressortir, oui, je regarde mon téléphone. Contre une équipe qui joue en Primera RFEF. Ouais, Primera, carrément. Le nom, il est effrayant. Voilà. C'est-à-dire que je crois que c'est je vais aller vérifier, mais je crois que c'est la 3e ou la 4e division. Et juste pour vous dire. Et là, tu perds contre l'Espagnol Barcelone à la maison. Les amis, si vous voulez pas que je me bagarre avec vous, mes chers frères basques, vous allez commencer à rejouer au football. J'aurais été un président basque. 25. Clairement. 25. Là, vous avez de la chance que le Pays Basque ne soit pas indépendant, hein. Vous avez de la chance. C'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, il y en a beaucoup d'entre vous qui auraient fini en prison après ce match, hein. Voilà. On peut passer au classement. Juste, allez, montrer le maillot. Le classement. Alors, pendant que notre bon Mathis monte le maillot, c'est le Barça premier, 46 points, 5 victoires d'affilée, le Real qui se reprend à 42 points, l'Atlético à 37 points, Villarreal 4e, 35, les braqueurs de Barcelone 33 points, et un peu plus long, on a le Betis à 28, plus le Celta et l'Atlético Bilbao 7 et 8e.
Bilbao avec un match Et- en plus, Bilbao qui pourrait tomber à la 11e place de ce classement en fonction des résultats et des scores infligés par Retafe, Séville et Inquiétant. Elche en fonction des matchs en retard. Ça fait très mal quand même. Levante, Oviedo, Gérone ont dans le fond de la classe. Sinon, dans le mid, on a Séville et Retafe. Alors attention quand même parce que Osasuna 12e n'a que 3 points d'avance sur Gérone qui est 18e. Autant vous dire que pour la dernière place de cette partie relégable, rien n'est fait pour l'instant et il va y avoir du sang et de la bagarre. Mais Voilà. oui, c'est clair. Mathias, can you speak English, please? Yes, very well. Oh, nice. If you want, we can start with the resume of the. With the highlight between Newcastle and Chelsea. Yeah. Alors, les 45 premières minutes, la domination nette de Newcastle. Voltema 2, rebond, Wembanyama, repoussé par Sanchez et qui ouvre le score pour Newcastle. Voltema 2, encore temps fumier, double la mise en poussant au fond d'un son d'Anthony Gordon. J'étais dans le taxi. On se dit, tu vois, non, ils sont dangereux, Newcastle. Des nefs vraiment dangereux. Sauf que s'ils sont comptés à la 49e minute, Rhys James, et non pas LeBron, qui inscrit un super coup franc direct qui relance Chelsea dans le match 2-1. Ensuite, coup on franc a est tout simplement João Pedro, Exceptionnel. magnifique, à la exceptionnel. 66e, avec une action construite profitant d'un bon service de Sanchez, tout simplement. Newcastle qui a montré des bonnes choses offensivement, mais sa défense et sa gestion du match sur 90 minutes reste préoccupante. Alors que du côté de Chelsea, c'est un bon point pris après un début très difficile qui montre une certaine résilience. Alors, à la fois un bon point pris, mais 2 points perdus quand même malgré tout. Parce que on en parlera à la fin quand on aura fait le tour des autres matchs de cette journée. Parce qu'au niveau du classement, ça fait quand même mal ces 2 points perdus. Quand on sait que les 3 clubs devant eux se sont imposés. Voilà, ça fait un peu mal. Je te laisse peut-être nous faire le tour des matchs qu'on ne va pas aborder, des résultats. Allez, Fulham Nottingham qui vient de se terminer, 1-0. On a le Leeds United Crystal Palace 4-1, le match nul entre Brighton et Sunderland. Est-ce qu'on va parler du City West Ham? On peut en dire un mot maintenant si tu veux, avec City qui a tout simplement fait le travail. On y va. City a tout simplement fait le travail. Erling Haaland, quel match phénoménal. 2 buts, 1 passe décisive pour Reinders. Non, franchement, City fait le travail. Et City avait même mis la pression grâce à ce résultat sur Arsenal puisqu'ils avaient pris la place de leader provisoirement. Après leur victoire contre West Ham, 3-0. On y reviendra, mais Arsenal a également su faire le travail et reprendre sa place de leader. Mais ça, on va en parler un petit peu juste après. Voilà, je sais pas si toi tu veux ajouter quelque chose. Moi, comme on en a parlé depuis tout à l'heure, c'est souvent les équipes qui font le travail, et là, c'est le cas de le dire. Brentford qui bat le fond de la classe, Wolverhampton 2-0, et un match nul entre Bournemouth et Burnley. Je te propose qu'on commence par le match de ton équipe, avant d'aller dans ce Saturday Night Football entre Arsenal et Everton. On va aller sur un Liverpool-Tottenham renversant. Alors, franchement, si vous avez regardé la première mi-temps, vous auriez pu dormir à la place, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mis à part le carton rouge, alors que je trouve un peu sévère de Xavi Simons quand même, mais il s'essuie quand même bien les crampons sur le pied de Van Dijk, il faut quand même être honnête. Le carton rouge n'est pas immérité, loin de là. Maintenant, je le trouve légèrement sévère tout de même. Bon, ça n'a pas forcément servi sur le match en lui-même, mais ce que je trouve très très beau, c'est que derrière en deuxième mi-temps, Slot fait un changement que j'apprécie. Il décide de sortir Connor Bradley. Donc il sort son latéral pour faire rentrer Alexander Isak. Il repositionne donc Szoboszlai en tant que latéral droit. Changement qui va payer puisque 10 minutes après, Isak va marquer sur une superbe passe décisive de Wirtz. Malheureusement, Isak va se blesser et se faire une fracture. Eh oui, je me suis blessé, vous avez vu. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller en Suède et je vais éviter de faire comme Mbappé. Je vais être beaucoup plus discret que Kylian Mbappé. Voilà. Donc voilà. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Wirtz, d'ailleurs, j'en parlerai une fois que j'aurai fini de revenir sur ce match.
Malheureusement, Isaac il laisse donc sa place à Frimpong. Frimpong qui, alors là c'est bête, je vois que la passe décisive ne lui a pas été accordée, mais Frimpong qui va offrir un but à Hugo Ekitike. Autant vous dire que nos 4 grosses recrues d'un point de vue offensif ont été très utiles et ont été efficaces sur ce match, puisque Frimpong et Wirtz ont été auteurs d'une passe décisive chacun en faveur d'Alexander Isak et d'Hugo Ekitike. Etiquette qui marque encore, Etiquette qui ne finit plus d'empiler les buts. Doublé il y a 2 semaines, doublé la semaine dernière, encore un but cette semaine. Voilà, ça fait plaisir à voir. Bon, on va pas se mentir, Liverpool avec l'entrée de Richarlison du côté de Tottenham va se faire très peur, puisque Richarlison va réussir à réduire l'écart. 2-1. Romero va complètement péter les plombs. Voilà, je tiens à le dire, péter les plombs suite à un contact avec Konaté, ce qui va lui causer un deuxième carton jaune et donc une exclusion. Tottenham va quand même essayer de pousser. Liverpool se sera fait peur, mais c'est le genre de victoire dont Liverpool a besoin mentalement. On notera aussi la sortie de Frimpong, hein. Isaac et Frimpong qui rentrent et qui doivent ressortir. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça dans un match. 2 mecs remplaçants qui rentrent et qui ressortent. Parce que Frimpong a dû ressortir à cause de sa lèvre enfant. Chose que je ne comprends toujours pas. Si tu veux mon avis, mon cher Isaac. Voilà. Et si je devais faire un retour, Wirtz élu homme du match. Wirtz élu homme du match. Comment ne pas être heureux? Voilà. L'adaptation commence à se faire. Alors oui, Cherki a montré qu'on pouvait s'adapter très rapidement et Cherki est en train de dominer la première ligue. Malheureusement, tout le monde n'a pas les mêmes capacités d'adaptation. Wirtz, on voit qu'il commence à s'y faire. Wirtz l'a déclaré lui-même, il prend plaisir à jouer au foot en ce moment. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime entendre. Et puis forcément, moi, quelque chose qui me rend heureux, hein, et tu le sais très bien, c'est Ekitike qui n'en finit plus de marquer. J'ai vu un tweet qui était très marrant. Ekitike portait le numéro 44 à Paris. Il porte le numéro 22. Un Anglais a posté un tweet en disant diviser le nombre par 2, doubler le joueur. Doubler la puissance du joueur, en gros. Voilà, j'ai trouvé ça très beau. C'est très très fort. Magnifique. Mais c'est vrai que, et j'ai même pas mal de potes parisiens qui sont très heureux pour Ekitike qui performe en ce moment. Donc voilà, je sais pas si toi t'as quelque chose à ajouter sur ce match. Mais moi j'ai quand même envie de dire bravo Liverpool. Parce que c'était quand même pas un match facile. Ouais. Et cette victoire a fait du bien. Retour dans le top 5. Parce que Manchester United a perdu. Et oui, 2-1 face à Aston Villa. Pardon. C'était gratuit. Désolé pour vos oreilles. Pardonnez-moi. Et je vais quand même compter le match pour la peine, le temps qu'il a. Le temps, excusez-moi, j'ai un petit problème sonore. Ok, c'est bon. Je vais quand même vous compter le match. Hein. Je vais même pas vous compter parce qu'on a le score. Et les points forts, tout simplement. C'est une efficacité offensive et réaliste. Rodgers, les 9 qui assurent en première ligue. Magnifique. La discipline tactique d'Emery. Bien organisée avec des changements tardifs pour verrouiller la fin de match. Pense à Dean, à Malen, une dynamique exceptionnelle, 7 victoires en championnat et 10 compétitions toutes confondues. Et, je vais pas dire le classement, mais non. Eux aussi ont profité de la défaite de United qui a même si montré plus de possession d'initiative, de réaction rapide et d'intégration de jeunes. Il y a toujours ce problème de réalisme, de profondeur, de blessures et de résultats irréguliers. Et d'ailleurs, on a quand même eu un petit banger de Rodgers. Hein. Tu as parlé de son doublé, mais son premier but, c'est un bijou. Je sais pas si certains ont pu voir sur Twitter, il y a la caméra arbitre qui a tourné. Le but est tout simplement exceptionnel de la vue de l'arbitre. Voilà, je vous conseille si vous voulez revoir ce but, cet enroulé magnifique en entrée de surface, en lucarne opposée. Franchement, regardez avec la caméra de l'arbitre, vous la verrez d'un autre angle, et je pense que vous allez être encore plus impressionné de la pureté de cette frappe. Voilà. C'est phénoménal. Allez, André va me dire quel match on va choisir. Vous voyez? C'est tombé sur le 1, donc on va parler d'Arsenal. On va aller directement en deuxième mi-temps. Pas grand-chose en première mi-temps. Mis à part le penalty. C'est vrai. Arsenal a ouvert le score sur penalty en première. Je te laisserai compter la deuxième. C'est vrai que comme tu l'as dit, à part le penalty, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent dans la première mi-temps, je trouve.
Après, il y a eu une accélération du jeu, tout simplement, hein, des Gunners, et qui ont su farmer, malgré qu'Everton tente de sortir un peu plus. Mais franchement, c'est un match, c'est encore un bon match du leader, quoi. Même s'ils auraient pu buter sur un Everton bien regroupé. Mais surtout qu'Everton a eu les occasions de revenir. Ouais. Donc, c'est vrai. Donc non, franchement, c'est un très bon match du leader. Ça montre aussi que mentalement, ils ont peut-être passé un cap. Hein, on n'arrête pas de le répéter semaine après semaine. Mais il y a quelque chose de plus qui se dégage par rapport aux dernières saisons. Alors ça ne veut pas dire qu'ils finiront champions, puisqu'on l'a vu, City revient très fort. Villa va pas falloir les enterrer. Villa est en train de se positionner en tant que concurrent dans la lutte pour le titre. Voilà, donc honnêtement, Arsenal a quand même prouvé qu'ils avaient l'étoffe pour être champion. Maintenant, il va falloir que ça dure sur l'année entière. Cette année 2006. En tout cas, ils ont moyen de terminer l'année premier avec 39 points et 2 points d'avance sur Manchester City, qui a 1 point d'avance sur le troisième Aston Villa, 36. Après, il y a un petit écart, il y a un petit fossé entre Chelsea et Liverpool, 4e et 5e. 2 points d'avance sur Sunderland AFC. On peut le dire en français, vu que le club est français maintenant. Sunderland. Voilà, je sais pas. Ça donne un côté un peu français québécois. C'est vrai. Manchester United, 7e, qui continue à choke Crystal Palace, qui est une mauvaise passe. Une mauvaise surprise comme c'est Newcastle 11e et Tottenham 14e, et puis Wolverhampton. Bon. Sinon, il y a West Ham et Burnley dans la zone rouge. Oui. Wolverhampton qui a décidé de faire pire que la Fiorentina cette saison quand même. Hein. Seulement 2 points pris en championnat, c'est cataclysmique et ce n'est pas en vue de s'améliorer. Malheureusement, je pense que les Wolves, on les retrouvera en Championship l'année prochaine. Alors là, ils vont pas retrouver John Sabi là. Ils vont retrouver comment il s'appelle Darren Tulette. Voilà. Ils vont le retrouver le lundi soir. Exactement. Et ben, c'était un Europe pas si express que ça finalement, comme on a quand même pas mal parlé de la Serie A et de la Coupe de France. Une petite quarantaine de minutes en notre compagnie avec mon cher Isaac. On a quand même eu encore une fois un bon week-end de foot. Hein. On l'a dit, on a eu des beaux matchs en Première Ligue. On a eu un très beau Leipzig-Leverkusen. Voilà, je sais pas si tu as une dernière petite chose à dire sur ce week-end. Voilà. Le week-end très chill. Surtout que demain, je pense qu'on va citer le crunch time qui va faire la preview de Noël. Hein. Niveau sport américain, on va être bien. Aussi, il y aura de la Serie A et de la Première Ligue aussi entre les fêtes. Ça va être très sympathique aussi. Et puis le crunch time de football. Et puis le crunch time de demain, oui. Tout à l'heure. De tout à l'heure, oui, c'est vrai. On le tourne tout à l'heure. De tout à l'heure pour vous. En direct. 21h, il va être très bien. Et branchez-vous aussi sur la partie football américain NFL. Parce qu'on a eu une semaine d'exception. Voilà. Il faut le dire. Il faut le dire. Let's go, Pats! Les Pats, les Rams, le match Rams-Seahawks, les Bears contre Green Bay, les Lions qui perdent contre les Steelers. En tout cas, les Chiefs, même si vous êtes morts, j'ai quand même une mission pour vous le 25 décembre. Je sais. Voilà. Ça va être dur. Ça va être dur. Mais je compte plus sur les Chargers. Hein. Oui. Mais bon, messieurs, on va vous abandonner. Voilà, on va vous dire bonne journée et à tout à l'heure dans le crunch time. Bonne journée. Voilà, j'espère que ça vous aura plu ces 44-45 minutes en notre compagnie. Isaac qui devient fou. Voilà, on vous dit à la semaine prochaine. Critiquer un. À vendredi aussi pour le Friday Corner, très important, sur la CAN, spéciale CAN. On va parler de la CAN, j'ai un message personnel. Les Maliens et les Comoriens, gérez-vous. C'est pas possible. Voilà, donc sur ce, nous, on vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à tout à l'heure pour le Crunch Time. Ciao. À tout à l'heure.